5 ans après avoir été transféré à la Cour pénale internationale, le procès de Laurent Gbagbo, président de la Côte d'Ivoire de 2000 à 2010, s'est ouvert le 28 janvier à La Haye. À 70 ans, Laurent Gbagbo, accusé de 4 chefs d'inculpation, espère avoir l'occasion de dire sa part de vérité sur la crise post-électorale de 2010. Albert Bougie, vous vous en êtes jamais caché. Laurent Gbagbo est votre ami. Vous avez eu l'occasion de souvent lui rendre visite à La Haye. Dans quel état d'esprit attendait-il l'ouverture de ce procès, qui est une première, puisque c'est la première fois qu'un ancien chef d'État est jugé? Écoutez, il attend le procès, en tout cas il a attendu le procès avec beaucoup de sérénité. Il l'attendait parce qu'il savait qu'il avait des choses à dire et qu'au fond, sa place n'était pas à La Haye et qu'il a été amené à La Haye pour des considérations exclusivement politiques et que sans aucun doute les charges qu'on essaye de lui faire peser, en tout cas ne lui appartiennent pas en tant que telles. Alors, il n'a jamais dérogé de la ligne suivante, avoir l'occasion de démontrer qu'il est une victime de la France-Afrique, incarnée pendant ses années de pouvoir par Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy. Bien sûr qu'il suffit simplement de se référer à la manière dont il a été déporté à La Haye. Vous vous en souvenez sans doute, hein, il y a eu une période, comment dirais-je, d'agression extraordinaire qui s'est terminée le 11 avril 2011 par le siège de la résidence du président de la République, là où se trouvait Laurent Gbagbo. Il a été emmené dans des conditions que l'on sait, emmené également dans le nord du pays. Donc, et je dois dire que la façon dont il a été emmené un petit peu en catimini, c'est-à-dire certes une simple déclaration de la Côte d'Ivoire qui permettait finalement de transférer Laurent Gbagbo à La Haye, ne suffisait pas en tant que telle, mais elle traduisait très clairement la volonté politique et bien évidemment de Alassane Ouattara, mais aussi du président de la République française à ce moment-là, c'est-à-dire Nicolas Sarkozy, qui avait été un petit peu à l'origine de cette expédition qu'on peut quand même qualifier d'expédition coloniale, qui a conduit à la destitution de Laurent Gbagbo. Il y avait d'autres manières de le faire. On peut contester d'une certaine manière peut-être les résultats, on peut ne pas admettre, mais ça s'est précipité de telle manière qu'on ne peut pas imaginer que ça puisse être autre chose qu'une volonté manifeste, et une volonté en tout cas politique manifeste, de se défaire définitivement de Laurent Gbagbo. Mais il y a malgré tout, Albert Bourgi, les nombreux morts de cette crise post-électorale, à Yopougon, à Bobo et puis à Cocody, qui traduisent l'ampleur de cette crise. Je crois que la crise, elle était véritablement là, mais la crise et malheureusement toutes ces victimes, les milliers de victimes qu'il y a eu notamment durant cette crise post-électorale, ce qu'on appelle la crise post-électorale, ces milliers de victimes n'appartiennent pas qu'à un camp. Si vous voulez, il y a le camp des vainqueurs, il y a le camp des vaincus. Les bourreaux, ils existent. Ce que dénonce d'ailleurs Amnesty International. Les bourreaux sont aussi bien dans le camp des vainqueurs que dans le camp des vaincus. Or, on insiste à quoi? À une espèce, tout au moins, de procédure qui est engagée aujourd'hui par la Cour pénale internationale, qui en fait est dirigée exclusivement en direction d'un camp. Donc tous les bourreaux se trouvent dans un camp, et en réalité, ce qui est vraiment à dénoncer, qui montre un petit peu la singularité de cette Cour pénale internationale, c'est qu'au fond, le cabinet du procureur et le procureur, Madame Bensouda, a transposé finalement dans une institution judiciaire internationale la même méthode qui a été utilisée pour justement juger sur le plan interne les Ivoiriens qui étaient impliqués dans cette crise post-électorale, c'est-à-dire au fond la justice des vainqueurs. Or, c'est pas... A priori, ça ne doit pas être, en tout cas, la particularité de la Cour pénale internationale. D'une juridiction qui est, au fond, fondée sur le fait qu'on doit pouvoir faire sortir la vérité notamment, et finalement établir les responsabilités véritables, les responsabilités qui peuvent être aussi bien celles du camp de Laurent Gbagbo, mais aussi le camp des autres. Vous avez parlé des milliers de victimes, vous ne vous rendez pas compte qu'il y a eu une expédition, la descente des fameuses forces républicaines de Côte d'Ivoire, les FRTI, vers justement Abidjan. Mais cette descente s'est faite au prix de milliers de morts à Douékoué, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Il y a eu véritablement des massacres. Il y en a eu sans aucun doute à Abidjan. Vous avez cité les cas d'Abobo, Yopougon la et RTI, Yopougon, tout ce que vous voulez. Là aussi, les responsabilités, comment ont-elles été établies? Est-ce qu'elles existent? Est-ce qu'elles sont uniquement d'un côté ou est-ce qu'elles sont des deux côtés? C'est ça qui est en fait à défaire véritablement. Et c'est là que finalement la Cour pénale internationale a sa responsabilité. Est-ce qu'elle joue aujourd'hui sa crédibilité, puisque les avocats de Laurent Gbagbo dénoncent un procès qui est partial et pensent que le rapport de force peut changer?
Mais écoutez, vous avez, je crois, dit une chose, c'est qu'aujourd'hui, la Cour pénale internationale joue non seulement sa crédibilité, mais à mon avis, joue tout simplement son existence en tant que telle. C'est sa légitimité qui est véritablement mise en cause aujourd'hui. C'est-à-dire que si on s'engage uniquement dans des enquêtes qui ne concernent qu'un camp, et c'est ce qui s'est produit jusque-là, eh bien, on se rend bien compte qu'il ne s'agit pas d'une véritable justice, il s'agit tout simplement d'un engagement purement et simplement partial de la part du cabinet du procureur de la CPI, Mme Bensouda. Alors, d'anciens chefs d'État soutiennent Laurent Gbagbo, notamment le Sud-Africain Thabo Mbeki, les Ghanéens Rawlings et Kufuor, Chissano du Mozambique, Soglo du Bénin, et même l'actuel chef d'État d'Ouganda, Museveni, qui d'ailleurs en 2012 était prêt à accueillir Laurent Gbagbo s'il bénéficiait d'une liberté provisoire. Est-ce que là aussi ce n'est pas un procès des Africains qui accusent cette juridiction internationale de ne juger que des Africains? Écoutez, on a là la preuve exacte de tout ce que vous venez de nous dire, Denise, à savoir qu'il y a aujourd'hui 7 procédures en cours à la Cour pénale internationale. Elles sont toutes des procédures qui concernent les États africains. Que je sache, il n'y a pas simplement des crimes commis en RDC, ou il y en a ailleurs. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on s'oriente, on s'engage dans les conflits africains, très bien, on ignore qu'à travers le monde, il y en a d'autres. À côté de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, je ne sais pas, il y a l'Afghanistan, il y a bien sûr l'Irak depuis 2003, il y a la Palestine, il y a également l'Ukraine. Non, de tout cela, il n'en est rien. Madame Bensouda donc s'acharne véritablement à vouloir imposer son diktat en matière notamment de procédure, son diktat en matière tout simplement d'enquête. C'est-à-dire qu'on assiste à quoi? Mais aujourd'hui, il y a d'ailleurs des Africains qui dénoncent, et le président Ouattara en premier, puisqu'il dit plus aucun Ivoirien ne sera conduit devant la CPI. Oui. Et on entend le même discours de Jacob Zuma, le Sud-Africain. Écoutez, oui, je dois dire que le discours de Ouattara n'est pas le même que celui de Jacob Zuma. Jacob Zuma condamne en tant que tel la Cour pénale internationale. Il y a dans les propos tout récents de Ouattara de l'arrogance, voire même de la suffisance, d'un air de dire, voyez, j'ai envoyé Gbagbo, maintenant ça suffit. Mais sauf qu'il y a dans son camp, des personnes clairement identifiées qui sont susceptibles d'être transférées. En même temps, il n'a toujours pas transféré Simone Gbagbo, que la Cour réclame. Non, mais que la Cour réclame. La Cour réclame peut-être Simone Gbagbo, mais la Cour réclame également d'autres chefs de la rébellion. Il y a des mandats d'arrêt qui ont été placés sous scellé. Et ces fameux chefs de la rébellion qui sont suspectés, à juste titre, par la Cour pénale internationale d'avoir véritablement commis n'ont toujours pas été transférés. Des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, tout ce qu'on veut, non seulement n'ont pas été transférés, mais occupent aujourd'hui des fonctions extrêmement importantes à l'état-major. L'état-major militaire de Côte d'Ivoire, et notamment auprès de Alassane Ouattara. Si vous voulez, c'est ça qui est terrible, c'est qu'au fond, on ne peut pas aujourd'hui véritablement prendre la défense d'une Cour pénale internationale qui, au départ, était censée, sans aucun doute, mettre un terme à l'impunité, qui sévissait un petit peu partout, là où il y avait des foyers de tension, mettre un terme à l'impunité, et qui subitement s'est trouvé être complètement dévoyé, véritablement dévoyé, et je dois dire, sous la coupe de l'actuel procureur qui s'est inscrit tout simplement dans la droite ligne. C'était déjà un peu le cas du temps de son prédécesseur. Oui, c'est ça, s'est inscrit dans la droite ligne de son prédécesseur, Ocampo. Attendez, Ocampo, il réunissait des preuves invraisemblables à partir de coupures de presse. Et puis, elle a continué dans cette voie. Et il y a un 1 an ou 2 ans, je crois, lorsqu'il y a eu le début, justement, du procès en tant que tel, lorsqu'il s'est agi d'établir les charges, il y avait en 2013. C'est ça, il y avait eu un fameux documentaire qui montrait... L'audience de confirmation des premières charges avait été jugée approximative. Approximative. Il y a eu notamment une séquence télévisée qui montrait... qu'au fond, il y avait eu des violences, etc. Elle ne concernait pas la Côte d'Ivoire, mais le Kenya. Franchement. Où le président était également devait être transféré. Et non seulement devait être transféré, il est évident que Kenyatta, l'actuel président, comme son vice-président, serait aujourd'hui à La Haye s'il n'avait pas été élu président de la République et vice-président de la République. C'est évident. On a noté des failles dans ce procès, puisque des témoins qui devaient témoigner sous le sceau de l'anonymat ont vu leur identité révélée. C'est grave. Mais tout simplement, Denise, c'est que au fond, Mme Bensouda n'a fait que mettre sur pied des enquêtes sélectives. Des enquêtes sélectives. Il faut à tout prix
absolument rechercher dans un seul camp, les responsables donc, de ce qui s'est passé, tous ces crimes qui ont eu lieu effectivement en Côte d'Ivoire et qui n'ont pas été simplement l'apanage d'une partie de ce conflit, si vous voulez. C'est ça la réalité. Ces enquêtes sélectives, mais elles sont invraisemblables. Elles sont invraisemblables. Il y a depuis quelques jours, semble-t-il, disons, certaines enquêtes qui ont été reçues, ou des plaintes qui ont été reçues par Mme Bensouda de la part des défenseurs, si vous voulez, de Laurent Gbagbo. Mais jusqu'à maintenant, il s'est agi tout simplement de choisir et de sélectionner tout simplement les enquêtes. Et bien évidemment, ces enquêtes concernent tout simplement les partisans de Laurent Gbagbo. C'est-à-dire, au fond, concernent le camp des vaincus. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'une justice des vainqueurs, c'est-à-dire aujourd'hui ce sont les vaincus qui sont sur la sellette, étant entendu que les vainqueurs n'ont absolument rien à se voir reprocher, selon en tout cas le procureur, selon Mme Bensouda. Le verdict de ce procès interviendra sûrement 5 ans plus tard. Au terme de ce procès, qu'espérez-vous pour votre ami Laurent Gbagbo? Écoutez, j'espère, comme beaucoup, j'imagine que l'innocence, en tout cas, de Laurent Gbagbo soit clairement et simplement établie. C'est évident, et qu'on en arrive un petit peu à admettre que ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, et les crimes, les drames ou les tragédies qu'il y a eu effectivement dans ce pays ne procèdent pas uniquement d'un seul camp, des deux camps. Il y avait d'autres manières de le faire. Et au fond... Mais si les crimes sont partagés par les deux camps, il ne sera pas forcément blanchi. Non, mais il ne sera pas forcément blanchi, mais à aucun moment, si vous voulez, à aucun moment, je ne vois pas Laurent Gbagbo, quand on connaît Laurent Gbagbo, donner des ordres d'aller tuer. Il est évident qu'on était dans une période extraordinairement trouble, où il y a eu des provocations de partout. Enfin, Denise, vous savez très bien comment ça s'est passé. Les FRCI étaient accompagnés de certains éléments du régiment de sécurité présidentielle du Burkina Faso. Tout le monde est arrivé à ce moment-là vers la résidence avec les conséquences que l'on connaît. Dire que je parlais tout à l'heure d'enquête sélective, mais c'est évident, on n'a pas vu une seule personne en tant que telle aujourd'hui mise en avant, en tout cas parmi ceux qu'on considère également comme étant des criminels. Merci Albert Bourgi. Merci.